Enregistrement démarré. OK. Chers étudiants, bonsoir. Monsieur Kofi, Monsieur Kofi, vous m'entendez? Monsieur Kofi, Kofi Kwasi et Kofi Ndukwa, vous m'entendez? Connexion à l'audio. Alors, comment ça fonctionne? Ils se sont connectés, sont-ils présents, oui ou non? Ils sont présents, alors qu'on puisse communiquer, parce qu'aujourd'hui, il va falloir communiquer. Comment on fait pour communiquer? Allô? Allô? OK, nous allons démarrer les travaux dirigés. Nous avons fini notre cours magistral. Aujourd'hui, nous allons démarrer les travaux dirigés parce que les prochaines séances, c'est sur le terrain que nous allons les faire. Donc, les travaux dirigés sont intitulés Structure et organisation des écosystèmes naturels et des écosystèmes modifiés par l'homme. L'enregistrement est en cours. OK. Donc, vous me suivez? Tu peux confirmer si c'est enregistré, oui ou non? Et si mes étudiants sont présents? Ils sont en train d'enregistrer? Oui. OK. Maintenant, après, j'appuie lequel? Arrêter. Suspendre bien, arrêter. Quand je finis, j'appuie arrêter. Arrêtez. Merci. Donc, en introduction, on dira que nous allons faire une visite sur les terrains. Nous allons visiter plusieurs sites. Et donc, de façon générale, quand on fait des excursions dans notre environnement, cela nous permet de constater que certains végétaux poussent en tout lieu, comme on l'a vu au cours, alors que d'autres sont présents en des endroits spécifiques, très localisés. Il existe ainsi des plantes de forêt, des plantes qu'on va trouver exclusivement dans la forêt, des plantes également qu'on trouvera exclusivement dans la savane. Il existe également des plantes de désert, des plantes aquatiques et des plantes de mangrove. On trouvera également certaines plantes uniquement au bord de la mer et des plantes exclusivement enregistrées au niveau des montagnes. Alors, quels sont les milieux naturels ou écosystèmes que nous allons trouver ou bien que nous trouvons quand on part de l'équateur jusqu'au pôle? Monsieur qui est en présentiel, quand on part de l'équateur jusqu'au pôle, qu'est-ce qu'on trouve, même si ça est au tableau? Les années prochaines, on va essayer d'animer de sorte que ça n'apparaisse qu'après vos réponses. Donc, des pôles, de l'équateur au pôle, qu'est-ce qu'on traverse comme écosystème? Non, OK. La forêt, la savane, la steppe et puis le désert. Mais comment pouvons-nous expliquer cette répartition de la végétation? J'aurais pu illustrer ça par une carte, mais ce sont des cartes qu'on retrouve aujourd'hui un peu partout sur Internet, donc qui n'est pas vraiment jugé utile. Mais si vous le demandez, on pourra associer une carte à cette rubrique. Donc, on a cette subdivision de la végétation. Pourquoi? Parce que les précipitations se font rares quand on part de l'équateur vers les pôles. La vidéo qu'on a vue la dernière fois l'a clairement exprimé. Donc, on va prendre les différentes étapes, pas dire les différents écosystèmes, à savoir la forêt, étudier en détail la forêt, la savane, la steppe et puis le désert. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la forêt
Et puis la savane, parce que c'est ce que nous rencontrons en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? S'il y a lieu d'étudier des écosystèmes en Côte d'Ivoire, ça serait certainement dans ces deux cadres-là. D'accord? Et donc, nous avons focalisé notre attention sur ces deux écosystèmes. Donc, concernant la forêt équatoriale dense, quelles sont les conditions pour que cette forêt se forme? On l'a vu la dernière fois. Il faut un climat chaud et humide, une saison pluvieuse longue et une saison sèche courte. Il faut également une température presque constante, comprise entre 25 et 26 degrés Celsius, des précipitations abondantes. Et puis, cette forêt primaire ou forêt vierge est un milieu écologiquement stable. Celui qui a fait la vidéo l'a également dit. C'est un milieu qui est écologiquement stable. Et pourquoi? Parce qu'il y a un équilibre entre le sol, le climat et la végétation. Et donc, ce type d'écosystème, quelles sont les caractéristiques de ce type d'écosystème? Nous allons donner quelques caractéristiques dans cette forêt équatoriale dense. Il y a un très grand nombre d'espèces réparties sur un espace réduit. Donc, généralement, dans ces forêts primaires, on a beaucoup d'espèces végétales sur un espace qui est très réduit. On a également dit la dernière fois et vu dans le film qu'au niveau des animaux, on a également une forte densité, une forte diversité des organismes animaux, n'est-ce pas? Et donc, dans ces forêts équatoriales denses, les plantes sont disposées en plusieurs couches ou strates. On a la strate arborescente supérieure qui est constituée de quoi? De très grands arbres de 40 à 50 mètres de haut. La strate arborescente moyenne qui est composée de grands arbres également, mais ces arbres ont une taille beaucoup plus inférieure à celle qu'on vient de voir. Ils ont 20 à 30 mètres de haut. Et puis, la voûte est comment? Elle est continue. On a également la strate arbustive, qui est composée essentiellement d'arbustes, et la strate herbacée, qui elle est comment? Elle est peu abondante. Et dans cette strate qui est herbacée, qu'est-ce qu'on a? On n'a quasiment pas de graminées. Les graminées, c'est dans la zone, dans l'écosystème de savane qu'on les rencontre. Donc, on a des lianes qui vont relier les différentes strates et on observe également beaucoup de plantes épiphytes comme on l'a vu dans la vidéo. OK? Donc, on continue sur les caractéristiques de ces organismes de forêt. Dans la forêt, les grands arbres sont peu nombreux, très peu nombreux. Ils sont disséminés et poussent. Leur tronc est très élancé et le tronc est lisse. Tout ça, on l'a vu déjà dans la vidéo. Et il est droit. Ce sont les caractéristiques. Le tronc est lisse, droit, très élancé. Et puis, c'est au niveau du sommet que nous avons des ramifications. Pourquoi? Parce qu'au niveau du sommet où on a plus de lumière, il va essayer d'augmenter ses chances de capturer la lumière. Donc, il pleut. Ils sont supportés soit par des contreforts, on nous a montré la dernière fois ce que c'est qu'un contrefort, soit par des racines et chasses. Et la frondaison des arbres de la strate arborescente inférieure de forme conique sont serrées les unes contre les autres. OK? Donc, on n'a quasiment pas de perméabilité du soleil. On a également vu la dernière fois. Au niveau du sommet, les arbres sont tellement ramifiés que les rayons solaires ont du mal à descendre jusqu'au sol. OK? Et le tronc de ces arbres de la strate arborescente sont comment? Ils sont droits, minces et également élancés.
Ces caractères communs des arbres de forêt sont dus à une compétition pour la lumière. Parce que chacun voudrait avoir de la lumière, donc ils s'élancent et vont jusqu'au sommet pour pouvoir capturer la lumière qui est très, très, très capitale dans leur synthèse de substances organiques. Donc, on continue. Les espèces animales qu'on trouve dans cet écosystème, on dit que dans l'ensemble, il y a beaucoup d'espèces animales, mais représentées par peu d'individus. Donc, une forte diversité d'espèces, mais très peu d'individus. Pourquoi? Parce que généralement, c'est assez touffu et ces individus ont soit du mal à se déplacer ou bien du mal à prospérer. Il y a de la nourriture en abondance, mais les conditions sont un peu difficiles. Donc, le peuplement y apparaît beaucoup moins dense qu'en savane, car il est reparti sur une hauteur plus grande. OK? Donc, ça part du sol jusqu'à la canopée. La canopée. Donc, les mammifères caractéristiques, c'est-à-dire les animaux mammifères qu'on trouverait dans ces milieux de forêt équatoriale dense, nous avons les céphalopes, les hylochères, les hippopotames nains, les colobes, les chimpanzés, les poteaux, les chats dorés, les agmalus, les écureuils volants et le pangolin. Ça, ce sont les principaux, les plus caractéristiques de la forêt dense équatoriale. Ceux qui sont en ligne, vous me percevez? Vous m'entendez bien? Oui, madame. OK, merci. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Ça peut aller? Pour moi, ça va. OK, Dieu merci. On continue donc. On va maintenant parler, on a parlé des mammifères. On va maintenant parler des oiseaux. Ils sont très nombreux dans la frondaison des grands arbres comme espèces d'animaux, d'oiseaux caractéristiques de ce type d'écosystème. Nous avons les calaos, nous avons les touracos et puis les barbus, hérissés et tout le reste. On a également beaucoup de batraciens. Et ceux qui sont spécifiques, ce sont les grenouilles et puis les rainettes arboricoles. Dans le film, nous avons pu voir ce que c'est qu'une rainette arboricole. On note également la présence de nombreux reptiles. Donc, quand on va faire un tour sur le terrain, s'il savait qu'on quand on visitera par exemple une forêt dense, il faudrait faire très attention parce qu'il est indiqué ici qu'il y a beaucoup de reptiles dans ce type d'écosystème. Le film nous l'a également démontré. Et comme reptiles, on peut noter les vipères. On a plusieurs catégories de vipères ici. Le mamba vert, le serpent de bananier, les najas cracheurs et même des pitons. OK? On a ainsi fini avec l'écosystème de forêt. Nous passons donc au deuxième type d'écosystème, l'écosystème de la savane. Quelles sont les conditions de sa formation? Pour qu'il y ait savane, il faut que le climat soit chaud et assez humide et qu'il y ait une longue saison sèche et une courte saison pluvieuse. OK? Et quelles sont les caractéristiques de la savane? Dans la savane, les végétaux sont disposés en deux strates. Nous avons la strate herbacée, qui est très dense, constituée presque essentiellement de graminées. OK? Et ces graminées-là peuvent faire plusieurs mètres d'auteur. On note également la strate arbustive dans le cas des savanes arbustives et la strate arborescente dans le cas des savanes arborées. OK? Et les arbres dans ces savanes arborées sont relativement bas. Ils dépassent rarement les 10 à 15 mètres et ils sont très ramifiés et les branches partent très bas sur le tronc. OK? Ils sont espacés les uns des autres. Pourquoi? Parce que chacun va chercher à faire quoi?
comme les conditions sont difficiles, qu'est-ce que chacun va chercher à faire? Donc, pour disposer au maximum, enfin, doit être disposé d'un maximum d'espace pour remédier aux conditions de vie qui sont difficiles, le manque d'eau pendant la longue saison sèche et la pauvreté du sol en sels minéraux. Donc, il faudrait qu'il soit suffisamment espacé pour pouvoir profiter de ces éléments nécessaires pour leur suivi. Et les racines sont très développées. Et les racines s'enfoncent également très loin dans le sol pour pouvoir aller absorber l'eau qui se trouve très en profondeur dans le sol. Le tronc de ces organismes sont comment? Les troncs des arbres de savane sont généralement rugueux et puis les feuilles sont coriaces. Pourquoi faire? Pour limiter la perte d'eau par évaporation. Les herbes qui constituent la strate herbacée recouvrent tout le sol pendant la saison des pluies et puis pendant la saison sèche, qu'est-ce qui va se passer? La partie aérienne va dessécher et mourir. Et c'est pour ça que généralement dans les forêts, dans la savane, pendant la saison sèche, les gens arrivent à brûler facilement la forêt. Pardon, arrivent à brûler facilement la savane. Les espèces animales qu'on trouve dans cet écosystème, on trouve de nombreux oiseaux, notamment les pintades que nous connaissons tous. On trouve également des calaos à bec noir, le grand calao et puis d'autres organismes. OK? On trouve également une forte population de reptiles, un grand nombre, et puis également un nombre élevé d'espèces de reptiles. Certains auteurs ont même comptabilisé plus de 100 espèces de serpents et de lézards dans cet écosystème. Et comme exemple de serpents, de reptiles, on a la couleuvre sifflante. La savane est également le domaine des grands herbivores. On peut citer les oryx, la gazelle, la girafe, les antilopes, le buffle, les éléphants, les rhinocéros, les hippopotames, qu'on retrouve généralement au bord des fleuves. On a également des carnivores comme le lion, le chacal, l'hyène, la mangouste. Dans ce milieu, on y trouve également des singes. Et très souvent, ce sont des cynocéphales qu'on rencontre dans ces milieux de savane. On a fini ainsi avec l'écosystème de savane. Nous allons aborder maintenant, puisque dans notre environnement, qu'est-ce que nous avons en Côte d'Ivoire? Nous avons la forêt, la savane et puis le milieu aquatique, n'est-ce pas? Donc, il faudrait qu'on ait un aperçu. Pourquoi je suis revenu sur ces notions? Parce que on va partir bientôt sur le terrain. Il faudrait qu'on sache comment les choses sont structurées, organisées sur le terrain avant d'y aller. Parce que la visite de terrain va se solder par un rapport. Si vous n'avez pas quelques notions de la description de ces écosystèmes, vous serez difficile de rendre compte. OK? D'où la nécessité de ce petit rappel du cours qu'on a vu pendant les différentes vidéos et planches. Donc, concernant le milieu aquatique, qui est le troisième milieu naturel, quelles sont les conditions de formation de ce milieu aquatique? C'est un milieu qui est caractérisé par un excès d'eau. Et généralement, cet excès d'eau est pauvre en oxygène et en sels minéraux. Et les plantes de ces milieux aquatiques sont comment? Ce sont des nénuphars en général qui ont des racines peu développées et ces racines sont totalement immergées dans l'eau. Et les feuilles sont flottantes. Les fleurs également apparaissent hors de l'eau. On note que certaines plantes comme la laitue d'eau
et la jacinthe d'eau sont de véritables fléaux parce qu'ils se multiplient très rapidement. OK? Concernant les organismes animaux qu'on retrouve dans ce milieu aquatique, c'est le domaine des poissons et des batraciens. On y rencontre, merci, c'est bon? OK. On y rencontre cependant un reptile, je ne vais pas dire des reptiles, que sont les crocodiles, la loutre, le lamantin, enfin, un reptile de crocodile, et puis d'autres animaux qui sont des mammifères, la loutre, le lamantin, l'hippopotame et d'autres espèces. Et ceux-là sont les plus caractéristiques. On note également la présence d'oiseaux, de nombreux oiseaux également, mais ces oiseaux ne viennent à l'eau que pour se nourrir ou se reproduire, parce qu'ils cherchent des zones propices au développement de leur progéniture. Donc, c'est pour ces deux raisons que les oiseaux viennent au bord de l'eau ou dans l'eau. On a ainsi fini avec la structure et l'organisation des écosystèmes naturels. Nous abordons maintenant la structure et l'organisation des écosystèmes modifiés par l'homme. On pourrait dire des écosystèmes anthropisés. OK? La présence de l'homme, de ses cultures et de ses habitations influe sur le peuplement animal, mais je dirais même végétal, parce qu'il va raser avant de pouvoir s'installer. Et en agissant de la sorte, il va faire quoi? Il va détruire la faune et la flore. Donc, il y aura une régression de ces espèces qui existaient originellement dans ce milieu. Donc, si on est dans un environnement de forêt dense équatoriale, quand l'homme vient s'installer pour aménager des cultures ou bien créer des habitations, qu'est-ce qu'il va faire? Il va raser la végétation. Et comme la végétation et les animaux, il y a une interdépendance. Une fois que la végétation est rasée, les animaux ne pouvant plus vivre convenablement vont migrer ou vont disparaître. OK? Donc, beaucoup d'espèces vont reculer devant l'homme ou bien disparaître dans les régions où il y a la présence humaine. C'est le cas de la plupart des grands mammifères, des herbivores et des carnivores. N'est-ce pas? Je prends le cas des tigres en Asie. Chaque fois que la population humaine s'installe quelque part, les tigres vont très loin dans la forêt, mais au fur et à mesure qu'ils progressent vers la forêt, les tigres, l'espace vital des tribus se régresse et donc il y a des conflits entre les deux. Dernièrement, il y a eu un cas où un tigre qui a mangé un humain. Bon, ils se sont plaints, mais vous êtes sur leur territoire, logiquement. OK? Donc, c'est quelques exemples de migration des organismes dus à l'impact de l'intervention humaine dans les écosystèmes. En revanche, d'autres espèces recherchent le voisinage de l'homme. Quand les grands mammifères et les autres fuient loin dans la forêt ou la savane pour être loin de l'homme, certaines espèces vont chercher à vivre au profit de l'homme, n'est-ce pas? On a, dans le cas des mammifères, nous avons les souris, les rats, les hyènes, les chacals, et puis d'autres organismes. On a également les oiseaux comme les pique-bœufs. Vous voyez, partout on a disposé les poubelles. À l'université ici, on a beaucoup de pique-bœufs. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Ils viennent chercher les insectes, ils viennent chercher les larves de mouches qu'on retrouve dans ces dépotoirs. Donc, de nombreux oiseaux contribuent à l'assainissement des lieux habités. C'est le cas du corbeau. On connaît tous le corbeau, n'est-ce pas? Le milan, le charognard. Et on note également dans nos jardins,
dans nos habitations, on note le gécos, qui est la salamandre. On note également le margouillat et puis le naja cracheur qu'on retrouve habituellement dans les lieux autour des habitations. On a le crapaud buffo, qui est un hôte habituel des jardins. Et en conclusion, nous pouvons dire que la présence de l'homme et de son habitat modifie les milieux, fait reculer la flore et la faune des milieux terrestres, mais attire d'autres animaux spécifiques que nous venons de citer. Donc, voici un peu la partie théorique de nos travaux pratiques qui représentent les travaux dirigés. OK? Donc, pourquoi diriger? Parce qu'on essaie de vous montrer un peu ce qu'on aura à faire sur le terrain. Et donc, quand on sera sur le terrain, au cours des travaux pratiques, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons visiter 3 écosystèmes différents, à savoir le jardin botanique de l'Université Félix Houphouët-Boigny, le jardin potager de l'Université Félix Houphouët-Boigny qui se trouve après l'université de l'autre côté de la route, et puis le jardin du restaurant des palmiers de l'Université Félix Houphouët-Boigny. La visite des différents sites se fera de 7 heures du matin à 17 heures de l'après-midi, sans interruption. Et donc, ce jour, il faudrait préparer des sandwichs que vous allez consommer pendant la visite. Donc, il faudrait avoir de quoi manger, il faudrait avoir de quoi boire et surtout beaucoup d'eau, prévoir beaucoup d'eau, puisque nous serons en plein air pour pouvoir faire nos observations. OK? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce niveau? Ceux qui sont en ligne, avez-vous des questions? Pour moi, ça va. OK. Et M. Kofi Kwasi? M. Kofi Kwasi? OK, il a dû allumer et puis il est parti. C'est pas grave. Donc, on revient. Pourquoi nous allons sur le terrain? Qu'est-ce que nous allons faire sur le terrain? On a fait un cours où l'intitulé de notre cours, c'est la biogéographie, la dynamique des écosystèmes et puis l'écologie. Donc, on ne peut pas faire tout ça en salle. On a eu à décrire des phénomènes. Il faut qu'on aille sur le terrain pour pouvoir observer ces phénomènes. Nous avons dit durant tout notre cours que les organismes, que ce soit les végétaux ou les animaux, ne sont pas répartis de façon hasardeuse. Elles sont réparties, pour ne pas dire, ils sont répartis selon des facteurs écologiques, n'est-ce pas, climatiques et puis biologiques. Alors, sur le terrain, nous allons chercher à observer ces différents facteurs-là. Et donc, essayer de suivre certains organismes majeurs de nos différents écosystèmes et puis voir tout au long de la journée, de 7 heures du matin, pourquoi on a choisi de 7 heures du matin jusqu'à 17 heures, c'est pour voir à ces différentes heures quels sont les organismes vivants qui sont en activité. On verra bien, puisqu'on a parlé de répartition dans le temps et dans l'espace, on verra au cours de cette visite la répartition dans l'espace et puis la répartition dans le temps. Donc, quels sont les organismes visibles à 7 heures du matin, à 8 heures, jusqu'à 17 heures, vous allez voir que certains organismes vont voler, vont planer, et puis à une certaine heure, on ne les verra plus. Ensuite, on aura une autre catégorie, ainsi de suite, jusqu'à 17 heures. Donc, c'est la répartition des organismes dans le temps et dans l'espace que nous allons chercher à observer en partant sur le terrain. Et les organismes majeurs des différents écosystèmes seront géoréférencés
Parce qu'au thème de cette activité, il va falloir produire une carte de répartition des organismes majeurs des différents écosystèmes. Une répartition dans le temps et une répartition dans l'espace. Donc, cela va nous permettre de mettre en évidence la biodiversité de notre zone d'étude et également les interdépendances entre les animaux et les végétaux. Tout cela va nous permettre d'élaborer une carte de répartition dans le temps et dans l'espace. OK? Et donc, pour aller sur le terrain, on ne peut pas aller tel que nous sommes habillés. On doit avoir un matériel adapté à cette mission. Ah, j'ai oublié un élément majeur. Non seulement nous allons établir la carte de répartition des espèces, mais nous allons également, au thème de cette visite, rédiger un rapport dans lequel on va également comparer les différents écosystèmes visités. Donc, comparer les 3 écosystèmes en termes de biodiversité, de diversité, d'abondance des êtres vivants. Quel matériel aurons-nous besoin pour faire cette visite? On aura besoin, chacun doit avoir une paire de bottes. J'espère que vous en avez déjà. Donc, chacun doit avoir une paire de bottes qui va vous servir un peu plus tard pour cette mission, mais pour vos visites, je crois que vous devrez aller sur le terrain après aussi. OK, donc il faut absolument avoir une paire de bottes, une blouse blanche si nécessaire. Est-ce que c'est comme ça qu'on écrit nécessaire? Oh, oui, il y a un trait d'union que j'ai oublié. Donc, si nécessaire, un GPS. Chacun ne va pas avoir un GPS. On aura un GPS pour toute l'équipe et puis on va relever les coordonnées géographiques ensemble. Il faut au moins une caméra, puisque nous avons maintenant des Android. Il nous faut au moins une caméra pour pouvoir faire des photos des organismes dont on va parler dans notre rapport et si possible faire des vidéos. Il faut également avoir un carnet pour la prise de notes et puis un stylo, bien entendu, pour la prise de notes. Donc, je pense que le TP ou les travaux dirigés ont été présentés, les travaux pratiques sont présentés. Je vous remercie pour votre aimable attention. Maintenant, j'attends vos questions. J'ai une proposition à vous faire. Comme vous avez 3 collègues inscrits en présentiel et 3 autres en FOAD, donc il serait intéressant que chaque personne ou bien chaque étudiant qui est en ligne corresponde avec un étudiant qui est en présentiel pour que vous puissiez rédiger votre rapport. Celui qui est en présentiel sera obligé d'aller sur le terrain, collecter les informations et puis vous allez vous accorder pour rédiger votre rapport. Donc, voilà comment est-ce que nous avons réfléchi pour que nous puissions avoir le rapport final. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Suleiman Karamoko, bienvenue. Merci, madame. Mais il paraît que tu étais là et puis tu es parti après. Oui, madame, ça va, il y a eu un imprévu là. Ah. Si vous êtes inscrit en présentiel, vous êtes tenu de rester en présentiel. Hein? Oui, madame, excusez-moi, madame. On a fait une réunion tout à l'heure, la semaine passée avec la direction. C'est une obligation d'être présent. D'accord, madame. Okay. Est-ce qu'il y a des questions? Non, pas pour le moment, ça va. À mon niveau, ça va. L'organisation des TP, tout le reste, ça va bien? Madame, ça va. Okay. Donc, je souhaiterais avoir la liste de mes binômes aujourd'hui même, parce qu'on ne va plus se rencontrer jusqu'à ce que nous partions sur le terrain. Je pense que le terrain, on pourra le faire la semaine prochaine.
D'accord. Oui, parce que si on ne le programme pas maintenant, ça serait difficile de le programmer après. Donc, on le fait en même temps et puis c'est encore frais. Les différentes notions qu'on a vues dans le cours, c'est encore dans votre esprit. Il vaut mieux faire le terrain maintenant pour pouvoir assembler tout ça dans votre rapport. OK? D'accord, madame. Donc, la semaine prochaine, on pourra démarrer par la visite du jardin potager de l'Université Félix Houphouët-Boigny. J'ai déjà eu leur rapport de principe. On pourrait y aller la semaine prochaine. Et puis, je pense qu'il vaut mieux le faire le plus rapidement possible parce que bientôt, nous entrons dans la saison pluvieuse. Effectivement, madame. On fait notre programmation et puis le temps n'est pas tout le monde, nous ne pouvons pas aller sur le terrain. Donc, il vaut mieux le faire le plus tôt possible. OK? Donc, dès la semaine prochaine, on va essayer de faire 2 programmations, puisque une visite fait à peu près 12 heures de temps. De 7 heures à 17 heures, ça fait à peu près 12 heures de temps. Donc, on va essayer de voir si on peut avoir 2 créneaux la semaine prochaine pour faire nos 2 visites. Les sous-bois du jardin des restaurants Les Palmiers et puis la visite au jardin potager de l'Université Félix Houphouët-Boigny. C'est compris? Ceux qui sont, Oui, madame, madame, ça va. ceux qui sont en présentiel, faites tout pour être présents. Il n'y a pas de souci, madame, on sera présent. Donc, je pense qu'on va essayer de programmer le mardi prochain. Et puis, essayer de faire notre vidéo. Non. OK. Pardon? Vous l'avez déjà? Non. Mais je vais leur donner l'information pour qu'ils puissent nous programmer. Donc, le mardi prochain, c'est quand? Le 2, j'ai une soutenance de thèse. Je suis membre du jury d'une soutenance. Ça serait vers la fin du mois, vers les 20 et autres là. Bon, c'est le 2 que j'ai la soutenance, donc c'est encore réalisable. Donc, on retient le mardi prochain pour la visite de terrain. Soit les sous-bois de l'université, les sous-bois du restaurant Les Palmiers ou bien le jardin potager. J'ai les 2 autorisations de ces sites. Il reste le jardin botanique. Pas de questions? C'est bon dans l'ensemble? C'est bon? Oui, madame, pour moi, ça va. Donc, je pense que s'il n'y a pas de questions, c'était le cours d'aujourd'hui. Je vous remercie et à très bientôt. Merci, madame. Bon après-midi et bonne fête à vous tous. Merci, madame. Bonne soirée à vous. Merci. Merci, madame. Il peut nous aider à arrêter la vidéo? Je ne veux pas prendre tes risques. Va arrêter le partage.